Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Z Extra consacrée à l'Atlas des risques mondiaux. Je vous montre d'ailleurs ce dossier qui est réalisé donc conjointement avec notre partenaire Credendo, donc l'assureur belge Crédit à l'exportation. Et donc ce numéro spécial, on en parle aujourd'hui à travers une sous-thématique, c'est-à-dire en fait le monde est-il plus instable que jamais? Alors a priori oui, la réponse est oui, puisqu'on le voit bien avec la guerre commerciale qui sévit depuis que Donald Trump est à la Maison-Blanche. Est-ce que c'est le retour du protectionnisme? La question, la réponse on la connaît. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation heureuse comme on l'a annoncé pendant quelques années? C'était les propos d'ailleurs d'Alain Minc. Et puis on va aussi parler de l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, qui effectivement, beaucoup de gens la voient comme une sorte d'outil de productivité. D'autres se disent, est-ce que, au-delà du fait des aspects avantageux et positifs, et notamment le fait peut-être qu'on va pouvoir guérir un certain nombre de cancers, est-ce qu'à côté de ça, le revers de la médaille, c'est qu'on ne va pas détruire plus d'emplois qu'on ne l'a jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité? Alors pour en parler, j'ai autour de moi, Ladies First, Charlotte de Montpellier, vous êtes économiste chez ING. Bonjour Charlotte. Bonjour Hamid. Et puis Nabil Gigakli, qui est député CEO de Credendo. Alors Nabil, je démarre avec vous tout de suite. Première question. On est fin de l'année, on a vu que évidemment Donald Trump a sévi et a imposé des tarifs douaniers à peu près la terre entière. Il reste encore, non pas un village gaulois qui résiste, mais véritablement quasiment un continent, c'est-à-dire la Chine. Est-ce que vous pensez qu'on va finir par trouver un accord entre les États-Unis et la Chine? Vraisemblablement, mais j'éviterai de parler d'accord, parce que ceux qui ont été conclus jusqu'à présent sont en général mal documentés, parfois mal ficelés, et puis ensuite sont sujets à être à nouveau modifiés par la suite. Et c'est une grande caractéristique de la présidence actuelle, sans doute aussi parce que le président Trump a un don inouï pour pouvoir apparaître sur les devants de l'actualité. Mais vous avez raison, la Chine est le pays avec lequel l'administration américaine doit encore conclure un accord. Et la Chine de 2025 n'est pas la Chine de 2016, celle du premier mandat de Trump. Elle n'est pas la même en ce sens qu'elle a des atouts et des atouts majeurs. On l'a vu notamment lors des discussions relatives aux terres rares. La Chine n'est plus l'usine du monde, elle est aussi la raffinerie du monde pour une série de métaux précieux, des terres rares, qui sont nécessaires à travers le monde dans le cadre du changement d'économie vers une économie... Parce qu'ils raffinent quoi, 80-90% au-delà de 80, et on sait aussi que les minerais sont détenus dans une série de pays, le cobalt majoritairement au Congo. En Afrique, mais détenus par des Chinois. Mais ils sont traités et revendus par les Chinois. Ce que je veux dire par là, c'est que la Chine a le pouvoir de dire non et de négocier. Ce que les Européens avaient sans doute aussi, mais n'ont pas voulu s'engager dans cette voie-là, avec un résultat actuel où la Chine est la seule à avoir pu, quelque part, tenir tête. Je suppose qu'il y aura une courbe entrante, parce que ce que les sociétés n'aiment pas, c'est l'incertitude, et c'est le cas actuellement. Alors, effectivement. Alors, Charlotte, je voulais réagir. Je vous vois déjà sur les starting blocks, alors allez-y. Mais non, je pense que ces accords commerciaux, comme finalement on l'a quand même un petit peu dit, c'est que le début, et finalement on continuera à parler de droits de douane et de tarifs douaniers l'année prochaine. On sait qu'il y a des questions, notamment de l'égalité de certains droits de douane que l'administration américaine a mis, ce qui voudrait dire que certains pourraient être amenés à être modifiés. On sait que si jamais ceux-là sont décidés non légaux, eh bien, simplement Donald Trump en trouvera d'autres, par exemple des sectoriels. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a la question de la Chine, mais finalement, la guerre commerciale en tant que telle, elle n'est pas du tout terminée. On est dans un monde fondamentalement plus incertain et plus protectionniste. Et c'est pas que maintenant qu'on a parlé de ça 2025, 2026, c'est terminé. Non, ça va rester, je pense, un des sujets d'actualité. Alors justement, nous vivons ici en Europe, donc c'est ça qui m'intéresse, et nos téléspectateurs, téléspectatrices aussi. Est-ce qu'on ne va pas être la victime collatérale justement de ce bras de fer entre les États-Unis et la Chine, dans le sens où un certain nombre de produits ou de services chinois qui ne trouvent plus ou plus difficilement des débouchés aux États-Unis, on va servir de déversoir à ces produits qui sont vendus à des prix coûtant très très faibles et qui risquent de poser un problème à l'économie européenne, voire même d'empêcher notre réindustrialisation. Je dirais qu'il y a deux craintes. Il y a la crainte effectivement d'être inondé par des produits d'une qualité parfois doutable venant de Chine, et d'autre part d'avoir des difficultés à exporter vers des marchés classiques. Maintenant, c'est un phénomène qui existe, qui est peut-être accentué, mais qui existe depuis quelques années, et c'est pour ça que l'Union européenne a une stratégie qui est parfois difficile à mettre en œuvre, mais qui a plusieurs volets. Le premier, c'est de
d'avoir des négociations avec d'autres blocs régionaux, l'accord Mercosur, mais à côté de ça, on a des négociations avec le Vietnam, on a eu des négociations avec l'Inde, ce sont des choses qui sont en cours. La deuxième chose, c'est le nearshoring, offshoring, avoir des partenariats plus diversifiés, ne pas dépendre uniquement de l'un ou l'autre pays principal, de manière à pouvoir continuer à diversifier ses exportations. Mais l'Europe, à ce stade-ci, est à la croisée des chemins, parce qu'évidemment, nous sommes fragilisés par cette situation. D'autant plus que la Chine, elle, donc, effectivement, elle noie les marchés parce qu'elle exporte énormément. Il faut se rappeler quand même de la situation en Chine. La demande intérieure, elle est assez faible. Il n'y a pas de demande, les ménages sont déprimés, les prix de l'immobilier baissent depuis plus de 2 ans, même 3 ans même. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils ont des capacités excédentaires énormes qu'ils exportent très largement. Mais ces capacités excédentaires, contrairement au passé, elles sont devenues de très haute valeur ajoutée. Donc ils sont montés très fortement dans la chaîne de valeur et ils viennent du coup concurrencer directement notre industrie historique qui était à haute valeur ajoutée. Et ça, c'est leur stratégie. Ils ont déjà annoncé leur plan 2026-2030, donc c'est très clair, c'est un État où ils ont la vision et ils vont continuer à renforcer leurs investissements dans ce type de secteur, donc qui vient directement confronter à nous. Et à côté de ça, ils vont continuer à être de plus en plus autonomes. C'est leur volonté. De plus en plus autonomes, ça veut dire quoi ? Dépendre moins des importations, notamment de ce qui vient de l'Europe. Donc, pendant les dernières crises, notamment la crise de la dette souveraine, après ça, on s'est relevé grâce à nos exportations, notamment les exportations allemandes vers la Chine. Ici, on n'est plus dans cette situation-là. Et ça, c'est quand même un élément important. Alors, on reste quand même ici, de ce point de vue-là, de manière générale, je dirais, assez perdant de ce choc chinois 2.0, finalement, parce qu'on n'a pas d'armes pour combattre cette... Mais donc, on est très mal mis en Europe, puisque d'un côté, les États-Unis essayent d'attirer un certain nombre d'industries européennes, notamment avec une énergie 2-3 fois moins chère, avec des impôts plus faibles, et puis de l'autre côté, les Chinois qui sont montés en gamme. On est à la croisée des chemins et je ne partage pas totalement le pessimisme. On a eu la Chine, ça fait à peu près 15 ans que j'entends que la Chine doit recentrer son économie sur la consommation intérieure. Ça reste difficile. Elle n'y arrive toujours pas. Elle n'y arrive pas. La deuxième chose, c'est que la Chine est confrontée à des problèmes structurels en termes de démographie, de population. C'est une société qui vieillit, avec un gap énorme au niveau des générations. Donc la Chine est au devant d'une série de difficultés. C'est vrai que certains économistes disaient qu'elle sera vieille avant d'être riche. Par contre, il y a un gros avantage par rapport à l'Europe, c'est il y a une stratégie. Il y a une stratégie avec une planification, et comme c'est un État fort, la stratégie, le gouvernement a la force de la mettre en œuvre. Le problème de l'Europe, il est inverse. Nous avons un problème d'autonomie en ce qui concerne l'énergie, autonomie en ce qui concerne la défense, autonomie aussi en termes d'intelligence artificielle, de GAFAM. L'Europe a, à mon sens, commis 3 grandes erreurs par rapport à l'énergie. La première, ça a été de se mettre aux mains d'une énergie bon marché, mais avec un monopole, la Russie. Bien sûr. La deuxième, c'est vraisemblablement d'avoir abandonné le nucléaire, et dans certains pays totalement, alors que c'est une énergie, certes, qui a ses inconvénients, et ils sont majeurs, mais qui est décarbonée. Erreur de Merkel en Allemagne, notamment. Et la troisième chose, c'est que nous avions au début de ce siècle des ambitions en termes de photovoltaïque, et on a laissé filer ça du côté de la Chine. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que la nouvelle économie est une économie qui va demander beaucoup plus d'énergie. Les data centers sont des bouffeurs d'électricité. Les véhicules électriques, on peut discuter sur est-ce une solution réelle aux problèmes climatiques, mais en tout cas, ils sont en développement. Ça demande de l'énergie. Et puis la dernière chose, ça c'est pas tellement pour l'Europe, quoique peut-être dans le Sud, l'air conditionné. Et donc on est face à un besoin d'énergie où, pour l'Europe, actuellement, nous ne sommes pas compétitifs parce qu'on le paye plus cher. Et la transition énergétique, à ce sens-là, est sans doute un avantage parce que nous pouvons récupérer, si on l'a réussi, vers l'énergie renouvelable, à récupérer une certaine autonomie. Sauf que la plupart des produits qui sont susceptibles d'aider à la transition énergétique sont fabriqués en Chine. Voilà, et ça c'est un de nos soucis actuellement, et je pense que ça vient un peu parfois doucher nos espoirs. Dans certains secteurs de l'économie européenne, par exemple les agriculteurs, mais pas que, il y a certains qui se disent, face au contexte actuel, il faudrait réaugmenter les barrières protectionnistes, parce qu'on est confronté à ces barrières commerciales aux États-Unis, on sait moins facilement exporter là-bas, on est confronté à cet afflux de produits chinois qui arrivent. Eh bien, la solution, c'est de se renforcer sur nous-mêmes et d'augmenter les barrières protectionnistes, ce qu'on commence à faire en Europe,
entre parenthèses, vis-à-vis de l'acier. Donc maintenant, on a et des droits de douane et des quotas vis-à-vis de l'acier chinois, parce que simplement, on ne sait pas être en compétition avec cet acier-là, c'est pas possible. Oui, mais avec des fois des trous dans la raquette, on le voit par exemple ici, on a interdit les voitures, enfin, on rend plus difficile l'entrée des voitures chinoises électriques. On oublie juste les hybrides et maintenant on est débordé par des voitures hybrides. Voilà. Et alors, en plus de ça, finalement, qu'est-ce que ça révèle tout ça? Ça révèle qu'on est dépendant des Chinois pour des parties de ces éléments qui sont l'industrie du futur. On l'a vu avec toute la saga Nexperia. Donc, quand on veut reprendre un peu les choses en main, finalement, on est obligé, à un moment ou un autre, de laisser passer l'histoire parce qu'on a besoin de ces puces qui nous viennent de Chine. Et donc, de ce point de vue-là, on reste extrêmement dépendant du reste du monde, ce qui n'est pas le cas des autres blocs, et donc on a un désavantage comparatif. Ça ne veut pas dire qu'on est d'office pessimiste, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais ça veut dire qu'il y a plus de travail pour nous en Europe. Vous n'êtes peut-être pas pessimiste, mais pas très ultra pessimiste, justement, optimiste, pardon. Alors, vous avez utilisé le terme bloc, je pense, Charlotte. Est-ce qu'on va vers un monde de blocs? Avant, on avait l'impression que c'était une mondialisation assez fluide, qu'on pouvait critiquer ou pas critiquer, mais qui fonctionnait. Il n'y avait pas trop de freins dans les rouages. Et ici, on a l'impression qu'on va assister à des blocs. Et qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui nous regardent et qui s'intéressent à l'exportation? On passe d'un monde bipolaire pendant 30 ans avec le bloc de l'Union soviétique et le bloc occidental, à un bloc de Pax Americana quand même pendant une vingtaine d'années. Ça, c'est après la chute du mur de Berlin. Après la chute du mur de Berlin. À aujourd'hui la montée en puissance d'une série de pays, ou de puissances régionales, appelons-la comme ça, qu'on appelle les pays émergents, ils ne le sont plus tellement, dans le cas de la Chine, dans le cas de l'Inde, et puis ce sont des pays à vieille tradition, multimillénaire. Alors là-dedans, on assiste à un rééquilibrage, et c'est pour ça que l'Europe a une position intéressante à jouer, si elle adopte une politique volontariste, de nouer des partenariats avec des blocs qui sont un peu délaissés, ou avec des blocs alternatifs entre les deux. Je me réfère de nouveau au Mercosur, mais aussi au désinvestissement qu'on a fait dans un continent comme l'Afrique, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais c'est l'occasion pour l'Europe de renouer une série de partenariats. Mais on est dans un monde éclaté, et pour rebondir là-dessus, il y a deux perdants très clairs depuis le début de l'avènement de la présidence Trump, c'est le multilatéralisme et le droit international, et par ce biais-là aussi toute une série d'agences internationales comme l'USAID, avec des conséquences sur toute une série de pays. Et là, l'Europe a l'occasion de se repositionner si on en a volonté. Alors parlons d'industrialisation en Europe, et notamment d'un secteur qui a le vent en poupe, malheureusement pour de mauvaises raisons, c'est l'Ukraine. C'est en fait le secteur de la défense, puisqu'on nous a tous imposé, notamment Trump, qu'on ait au moins 2% de notre PIB qui est consacré à la défense. On parle de 3, 4, 5%. Question, comment vous voyez les choses? Et puis deux, on l'espère qu'il y aura un cessez-le-feu, une paix, je ne sais pas comment il faudra appeler, entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un certain nombre de pays européens qui ont des difficultés à nouer les budgets, on l'a vu ici aussi en Belgique, se disent à un moment donné, mais si finalement on a trouvé un accord avec l'Ukraine, est-ce que ce n'est pas le moment de réduire la voilure et de ne pas se braquer sur ces 2% ou ces 3% qui deviennent un peu des chiffres fétiches? Je pense qu'il y a un élément qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup dit, cette dépense publique qu'on va devoir faire dans la défense et dans le militaire, finalement, eh bien, ça ne va pas avoir un impact économique majeur sur l'Europe. Allez, il faut être clair, pour l'instant, on importe surtout des armes des États-Unis, donc ça renvoie de l'argent vers là-bas. Ils nous l'imposent d'ailleurs. Ils nous l'imposent d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un élément intéressant quand même, c'est qu'on voit quand même que le secteur européen de l'armement, donc ceux des industries qui produisent l'armement en Europe, se portent très bien et ont vu leur production vraiment fortement augmenter. Et là, c'est intéressant de regarder ce qui se passe en France. Parce que la France, c'est le deuxième exportateur mondial d'armes au monde. Après les États-Unis, c'est la France. C'est pas la Russie, c'est pas la Chine. C'est la France. Et la France, on voit là que la production, donc toutes ces grosses entreprises, les Dassault, les Safran, les Thales, qui produisent la partie liée aux militaires, ils sont en expansion énorme. Leur production industrielle a augmenté de 20% en 3 ans dans ce secteur-là. Et donc, effectivement, on voit quand même qu'il y a un espèce de retour sur investissement qui a quand même lieu, peut-être pas autant qu'on pourrait l'espérer ou le vouloir, mais quand même qui est là. Donc, ça a quand même un impact économique. Et alors, c'est à nous de le transformer. C'est un impact économique peut-être pour la France, pour les investisseurs qui ont peut-être acheté des actions, mais il n'y a pas d'interopérabilité. Et pour les travailleurs. Et c'est très important. Mais la vraie défense européenne nécessite mais on doit aller plus loin, effectivement. Mais là, il y a des réticences. Il y a des réticences. Les Allemands, les Britanniques, personne n'a envie d'être sous la coupe des Français. Oui, effectivement. Et ce qui est très important de manière générale,
général pour l'Europe, c'est d'avoir plus une espèce d'union plus claire, notamment pour la défense, de pouvoir avoir accès à des armements. Nabil. La communauté européenne de défense est un projet de 1956 ou de 1954 qui n'a toujours pas été confirmé. Qui n'a pas abouti à quelque chose de concret. Je crois qu'il est important de dire deux choses. Moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Bon. Par contre, l'Europe est un continent qui a de magnifiques valeurs, comme démocratie, welfare state. Et qui a des difficultés à se faire entendre aujourd'hui. Qui n'est pas autour de la table lorsqu'on parle de la paix en Ukraine. Non. Qui n'a pas été entendu lors du conflit à Gaza. Non. Et donc, si vous avez les plus belles valeurs du monde sans une défense efficace, vous ne comptez pas. Alors, les retombées économiques de la défense, elles sont multiples, parce qu'on parle d'un écosystème. Oui. Un écosystème qui parle de recherche et développement, ce qui explique, par exemple, pourquoi les États-Unis ont gardé un monopole dans une série de choses. L'Europe, avec le projet Galileo, avait créé des GPS il y a plus de 30 ans. C'est juste grâce à la défense. Et c'est un dérivé de la défense. Donc, c'est un microcosme avec la recherche et le développement, avec ce qu'on appelle dans le jargon du dual use, qu'on peut utiliser dans d'autres industries. Deuxième chose... Usage dual, civil et militaire. Civil et militaire. Par exemple, pour l'optique, par exemple, pour l'aviation. Troisième chose, ça représente de l'emploi industriel et de la main-d'œuvre. Maintenant, je rejoins Charlotte. Si l'augmentation des budgets est destinée à acheter des armes à l'étranger, on n'a pas résolu le problème. C'est pour ça qu'il est important d'aller vers cette Europe de la défense, peut-être sur un modèle que l'on a eu avec l'euro, avec Schengen, c'est qu'une série de pays avance. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme pays qui compte dans l'Union européenne en termes de défense ? La France. L'Allemagne est dans un processus de rattrapage. Et puis, il ne faut pas oublier le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni était aussi une puissance militaire qui est sortie. Mais ce que je constate, qui est sortie de l'Union européenne, mais ce que je constate, c'est que lorsqu'on parle, par exemple, d'un avion du futur, génération suivante, on se retrouve avec 3 ou 4 projets concurrents au niveau de l'Union européenne. Et là, il y a un manque, on doit combler. Et là, Charlotte, est-ce que la Belgique a aussi, quand même, puisqu'on est dans une émission en Belgique, je dirais, on a une filière qui est très forte, et notamment en Wallonie, la défense. Là, on a un atout à jouer. Effectivement, parce que historiquement, on a très bien bénéficié de ces évolutions-là. On l'est un peu moins bon maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive moins, en tant qu'industrie wallonne, à se mettre dans la roue des géants et bénéficier de ça. On peut espérer que grâce au fait qu'en Europe, il y a une vraie question de la défense et qu'il va y avoir quand même une volonté d'acheter davantage européen, qu'on ait cet impact économique qui revienne effectivement. Il ne faut pas oublier que ce sont des impacts économiques qui sont importants parce que ce sont des industries qui ont des travailleurs hautement qualifiés et donc des personnes à haute valeur ajoutée qui ont des emplois très bien payés. Et donc c'est un impact économique qui est assez large. Ce n'est pas juste compter le nombre d'emplois. C'est un impact qui peut se répercuter largement. Après, si je peux me permettre, je pense que c'est important, ce qu'on disait, qu'on est quand même dans un monde où on espérait, parce qu'on avait des bonnes valeurs, parce qu'on avait finalement en Europe une vision du monde, voilà, on avait... cette idée, oui, bien sûr, mais on avait toujours cette idée qu'on allait pouvoir, parce qu'on est grand en termes de nombre de personnes, faire un peu régner nos valeurs dans le monde. C'est-à-dire qu'on disait, par exemple, on va mettre en place une réglementation, qu'elle soit RGPD, etc. Voilà. Et tout le monde va nous suivre parce que ce sont des bonnes valeurs. Et là, clairement, dans le monde où on est actuellement, ça a changé complètement. On ne sait plus fonctionner comme ça. Et on voit, par exemple, un exemple récent, c'est les Américains qui disent si vous ne changez pas le RGPD ou ce genre de mesures-là, c'est bien simple, on arrête de pouvoir amener des services et des produits des États-Unis. Oui, c'est une forme de chantage, effectivement. Oui, mais parce qu'on avait de la place, on avait l'impression qu'avec ce marché unique, on avait la possibilité d'imposer un peu une vision au monde, et ça a vraiment changé, et parce qu'on s'est affaibli aussi en interne, et c'est ce qu'on était en train de dire, du fait qu'on a ces relents nationalistes, finalement, et chacun se bataille un peu contre son voisin. Alors, justement, vous me facilitez la tâche pour faire la transition vers le dernier sujet, le deuxième sujet de cette émission, c'est l'intelligence artificielle qui est l'éléphant au milieu de la pièce. Et là, clairement, on voit très bien que l'Europe est quasiment absente, même si beaucoup d'ingénieurs qui sont à Silicon Valley sont d'origine européenne, ils ont été débauchés à l'époque. On se rend compte qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, d'ailleurs, qui sont dans le portefeuille des Belges qui nous regardent en ce moment, elles sont américaines. Et là, on est sorti. Effectivement. Avec quelques exceptions, oui. Notamment en Belgique, avec la maintenance préventive. Oui, Fabrice Brion, iCare. Avec iCare. On a d'autres exemples, mais ça reste peut-être très marginal par rapport à des mastodontes par ailleurs. Low scale, ça, on est d'accord.
L'Europe a été absente des GAFAM. Je pense ici qu'on doit... C'est dit dans le rapport Draghi. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que dans la déclaration de Lisbonne, il y a 20 ans, on disait aussi l'ambition était de faire l'Europe le continent de l'innovation et la plus compétitive. C'est un rapport qui est resté dans le tiroir. Hein. Exactement. Donc c'est un élément important dans lequel on doit avoir, je vais dire, une dynamique volontariste, parce que ça peut procurer des gains de productivité. Ça peut également être des ressources que l'on peut utiliser dans le cadre de la transition climatique. Et puis également, c'est une réponse au problème du vieillissement de la population en Europe. Donc c'est un sujet important sur lequel on doit sans doute être plus volontariste en termes d'investissement, mais c'est un sujet aussi qui recèle une série de risques et de dangers. J'aime souvent paraphraser Montesquieu lorsqu'il dit « il vaut mieux une tête bien faite que bien remplie ». L'intelligence artificielle amène aussi un partage des connaissances extrêmement important, mais aussi des fake news. Et donc, quelque part, tout ça doit être dans un substrat, dans une société de la connaissance, où c'est un complément. Alors, ça, c'est sur le constat, mais est-ce qu'on n'a pas déjà perdu cette bataille-là ? Je suis désolé, j'ai été pessimiste cette fois-ci, dans le sens où on le voit bien, si on prend une licorne comme Mistral, qui est valorisée 12-13 milliards, je ne sais plus, en France, et qui est vraiment le symbole, l'équivalent d'OpenAI au niveau européen, et quand on voit qu'OpenAI lève 500 milliards, il va peut-être introduire en bourse, et voudra sans doute 1000 milliards, est-ce que de nouveau, c'est un combat qu'on a totalement perdu ? Moi, je pense, et ce qui est dramatique dans ce contexte-là, c'est qu'on sait historiquement que les pays qui sont les développeurs de la nouvelle technologie, pas les pays qui l'utilisent, mais les pays qui le développent, vont à long terme avoir des gains énormes de productivité. Et des gains de productivité, ça paraît toujours très... de quoi est-ce qu'on parle ici ? Mais effectivement, ça permet quoi ? Ça permet qu'on ait un dynamisme économique et qu'on ait finalement un gâteau économique qui augmente plus rapidement. Donc on sait que les pays qui ne développent pas la nouvelle technologie vont avoir des gains de productivité beaucoup plus faibles que ceux qui la développent. Et donc ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que le fait qu'on ait perdu cette première bataille, en tout cas le début de la vague intelligence artificielle, on a cet écart de croissance qui est très fort et de dynamisme économique entre les États-Unis et l'Europe. Et cet écart-là, il ne va faire que s'accentuer à cause de ça. Et de ce point de vue-là, c'est clair qu'on a loupé une opportunité. Alors bien sûr, maintenant que cette technologie devient répandue, on va l'utiliser, comme on l'a fait pour toutes les autres technologies par le passé, bien entendu. Mais ce qu'on va gagner en termes de dynamisme économique, il a été diminué par le fait qu'on n'était pas là, et on l'a clairement loupé. On peut espérer qu'on ait un peu un wake-up call, qu'on se réveille. Et là, je dois dire que c'est quand même assez... parlant de voir qu'au niveau de la Commission européenne et de l'Europe, il y a quand même une volonté maintenant de déréguler un peu le secteur, parce que ce qu'on a fait en Europe, c'est qu'on a tellement régulé que ça a aussi empêché ce développement de cet écosystème. Là, il y a maintenant une volonté d'aller un peu moins loin dans la régulation pour espérer en bénéficier quand même, mais on est très tard, on est probablement trop tard. Je ne sais pas, parce qu'on a quand même une série de cerveaux, on a une série de connaissances, on a aussi les technologies. Le problème est... Et on a un centre de niveau mondial, l'IMEC, qui est à Leuven, qui est le plus grand centre de recherche au niveau européen. Mais voilà, mais on n'a pas de société de type GAFAM. Non. Et parce qu'on n'a pas le marché des capitaux aussi. Oui. Donc là, on revient sur Draghi et sur... Je pense qu'encore une fois, l'Europe est à la croisée des chemins, les constats sont posés. Charlotte, vous avez parlé de wake-up call, c'est exactement ça, aussi bien pour la défense, aussi bien que pour le secteur énergétique, aussi bien que pour les nouvelles technologies. On a les outils, on sait ce qu'il faut faire, il faut avoir la volonté d'y aller. Alors ça demande des investissements, mais l'Europe n'est pas sans manque de capitaux. On a un déficit public, on a une pauvreté des États, sans doute, mais globalement, il y a de la richesse. Mais là, de nouveau, on revient, Nabil, à ce rapport, que ce soit l'État ou Draghi, qui disait que chaque année, il y a 300 milliards d'euros d'épargne d'Européens qui fichent le camp, qui traversent l'Atlantique pour aller aux États-Unis et pour acheter en fait des Nvidia et des sociétés américaines. Là, il faudrait quand même amener ces C'est le problème de l'intégration des marchés financiers en Europe qui sont imparfaits. On a voulu un marché unique de l'emploi, un marché unique également financier, mais le marché reste en partie fragmenté, notamment par les législations nationales, notamment par les impôts. C'est des choses qu'il faut ouvrir. Ça a été dit par l'ancien Premier ministre de l'État italien. Mais donc, quand je vous écoute tous les deux, on sait exactement ce qu'il faut faire en Europe pour redresser la situation. Il y a des rapports avec 10 centaines de pages, et pourquoi on ne bouge pas ? Parce que je pense que c'est fondamentalement difficile de bouger. On sait par exemple que ce fameux marché unique dont on parle,
pas seulement le marché des capitaux, mais le marché unique européen, le rêve du marché unique européen, on sait qu'il n'est pas accompli du tout. Et j'entendais récemment des estimations de la Banque Centrale Européenne qui dit que en fait, pour les services, pour le commerce de services d'un pays à l'autre en Europe, c'est l'équivalent, tout ce qu'on a comme barrière non tarifaire, c'est l'équivalent d'avoir des tarifs douaniers de 100%. Donc effectivement, on complique les choses. Pourquoi est-ce qu'on le fait ça ? Eh bien parce que chaque État souhaite mettre sa réglementation particulière en termes de tri des déchets ou en termes de protection de ci ou protection de ça. Et donc on met de plus en plus de règles et finalement ça s'accumule et finalement, eh bien on ne sait pas utiliser le pool de prospérité qu'on pourrait avoir pour y arriver. Et y arriver, ça demande quoi ? Ça demande d'être d'accord et de se mettre sur la table et d'avoir la même vision. Or, on sait que, quand on fait ce genre de projet qu'il y a toujours certains pays qui vont en bénéficier davantage que d'autres. Et donc, évidemment, ça demande un courage politique aussi d'aller dans cette direction. Les rapports sont là, mais il n'y a pas encore ce courage-là qui manque, je pense. Alors, Nabil, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Je voudrais qu'on ne termine pas sur une note pessimiste, même si effectivement les faits ne sont pas très rassurants. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire au moins à la fin de cette émission qu'au moins le brouillard s'est levé et que l'investisseur, l'exportateur, en sait un peu plus, il sait à peu près à quelle sauce il va être mangé. Et ça, l'incertitude, l'exportateur ou l'investisseur n'aime pas. Ça, c'est le gros problème de la situation qu'on a vécue jusqu'à présent. Mais je pense qu'il y a des lueurs d'espoir parce qu'on l'a dit, on sait ce qu'il faut faire, on sait où agir, il faut la volonté d'agir. Et là, pour ça, nous avons quand même toute une série d'entreprises. Je donne toujours l'un ou l'autre exemple d'entreprises qui basculent, comme nos chers dragueurs, qui basculent d'une technologie d'infrastructure vers de la technologie de pointe. Pensez à DEME, par exemple. À DEME ou à Yann de Nul, qui, à travers le monde, connectent les champs offshore à la terre et produisent de l'électricité. Je pense à des champions dans l'hydrogène. Et là, c'est un bon cas d'école parce que nous avions au départ une dynamique européenne, le marché ne suit pas. Donc, on a des champions, on a des sociétés qui sont capables de relever les défis. Il faut que ça passe par un cadre correct, notamment en termes de charges de lourdeur administrative, et de rechercher de nouveaux partenaires autres que les classiques. Merci Charlotte, merci Nabil. J'ai cru comprendre que tout n'est pas perdu, fort heureusement. Merci à tous les deux pour votre temps et votre partage d'expérience. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec Nabil et Bruno Coleman, l'économiste bien connu, pour parler cette fois-ci de guerre des monnaies. Merci et à la semaine prochaine.